Bonjour à tous et bienvenue. L'actualité du web est riche, l'actualité du web est intense et c'est pour ça que depuis plusieurs mois maintenant sur Digital Business News, on vous propose une fois par semaine, le vendredi à 14 h, en tout cas sur Digital Business News, et puis plusieurs fois dans la semaine sur Demain TV, chaîne que vous pouvez retrouver à la fois sur la TNT en Ile-de-France et un peu partout sur toutes les box par exemple. On vous propose donc le grand débat du web, 4 invités pour parler de l'actualité connectée de la semaine. 4 invités qui sont aujourd'hui majoritairement masculins. Mais heureusement, on a réussi à accueillir une nouvelle invitée, Laure de Boério. Bonjour Laure. Bonjour Bertrand. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes la fondatrice de Paris Helpline. En un mot, Paris Helpline, c'est vraiment la solution pour que les touristes étrangers notamment puissent s'en sortir à Paris. Alors c'est plus que ça, c'est pour qu'ils puissent vraiment vivre Paris, c'est-à-dire qu'on leur met un Parisien dans la poche via une application. Ouais, c'est pas trop lourd. Non, tout est digital, c'est facile. Et à partir de là, ils ont un conseiller parisien bilingue qui répond à toutes leurs questions, qu'elles soient pratiques, touristiques, linguistiques, géographiques, etc. On les géolocalise. C'est donc en français que vous allez intervenir, vous, aujourd'hui. Dans cette émission, on va parler de pas mal de choses aussi avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bon, fondateur de Yogosha. Yogosha, c'est le white hat, les hackers blancs. C'est les hackers blancs qui vont sécuriser votre site internet, en tout cas détecter les failles de sécurité. Et qui sont payés pour ça, et en plus c'est légal. Et qui sont payés pour ça. Et en plus, c'est légal. Donc Emmanuel Parodi, bonjour. Bonjour. De retour sur ce plateau, merci de revenir. Journaliste, secrétaire général du GES, vous avez également dirigé tout petit média dont on a un peu entendu parler sur Internet. ZDNet, CNET et Gamecult. Oui, le petit truc là. Et puis Éric Dupin, fondateur, et aussi, alors là, Ronde Serviette. Éric Dupin, ça y est, je crois qu'on est passé dans la catégorie Ronde Serviette de cette émission. Bienvenue, fondateur de Presse Citron et de Dronestagram. Également, on a parlé des drones la dernière fois, on n'en parlera pas, Emmanuel, cette fois-ci. Dommage, Emmanuel avait plein de choses à dire sur les drones, mais c'était lors de la dernière émission. On parlera aujourd'hui de 2 sujets. On va parler de Twitter. Est-ce la fin pour Twitter ? Il y a quand même des indices concordants, comme on dit dans les émissions de télé, qui permettent de penser que peut-être, on imagine que pourquoi pas, et le conditionnel s'impose toujours, Twitter pourrait un jour disparaître des écrans et que la chute est peut-être déjà un peu amorcée. Est-ce que c'est le cas ? On va en dire un mot. Et puis, a-t-on encore besoin de nouvelles applications mobiles à un moment où nos téléphones sont ultra bourrés d'applications, où finalement ce qui se télécharge aujourd'hui, ce sont essentiellement des jeux, mais quand on a passé peut-être un certain âge, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des nouveaux jeux sur son téléphone ou même des jeux tout court ? C'est une question. Qu'est-ce qu'on peut télécharger sur son téléphone ? Qu'est-ce qu'il faut y mettre aujourd'hui, qu'on soit sur Android ou sur iOS ? On posera la question en deuxième partie d'émission, et puis les plus et les moins, c'est-à-dire les coups de cœur et les coups de gueule, ce sera sur la fin. Est-ce que Twitter est en train de vivre un peu de la fin ? Est-ce que le passage de 140 à 10 000 caractères qui a été annoncé par son créateur, Jacques Dorsey, est quelque chose de sérieux ? Tiens, Emmanuel, vous y croyez vous à ça ou pas ? 10 000 caractères pour Twitter ? J'y crois, ça a été annoncé, et ils l'ont déjà fait dans les messages privés. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message en privé sur Twitter, enfin, ça c'est normal, ça c'est nom de site. C'est normal. En tout cas, bon, il y a des choses. Là, ils ont d'ailleurs au passage hier, ils ont ouvert la possibilité de mettre des vidéos dans la partie privée. C'est bien ça. Vous encapsulez de la vidéo, etc. Bon, en gros, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ils ont besoin de retenir l'utilisateur, comme toutes les plateformes. Une fois qu'elles ont du succès, leur problème c'est la publicité et c'est les revenus. Et il faut qu'ils démontrent que l'utilisateur y reste, il lit des choses, il consomme, et aussi pour avoir une meilleure surface pour afficher. Pourquoi 140 signes empêcheraient de retenir l'utilisateur en fait ? Parce que les 140 signes, vous les consommez, vous faites que passer. Or, une grosse partie du marché de la publicité maintenant se fait en programmatique, avec des critères qu'on oublie un peu vite, qui sont des critères techniques, sur lesquels on attend que la publicité s'affiche pendant un certain temps, que pour s'assurer qu'il y a une forte visibilité, que l'utilisateur, on attend de lui qu'il soit là sur une session qui est longue, etc. Autrement dit, toutes les plateformes ont besoin de démontrer leur capacité à retenir l'utilisateur. Le problème de Twitter, c'est que la viralité, elle n'a jamais tellement marché sur Twitter, contrairement à tout ce qu'on dit, c'est assez mauvais. Et on sait que la plupart des gens qui partagent les tweets sur Twitter, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Entre ceux qui partagent et ceux qui lisent, il y en a beaucoup plus qui partagent que ceux qui lisent. Donc en fait, il y a un vrai problème de consommation de l'information. Si vous ramenez l'information, vous la publiez vous-même, un petit peu comme Facebook sur Instant Article, vous allez avoir probablement une typologie d'audience où vous allez démontrer qu'ils se mettent à lire les articles, donc ils vont rester quelques dizaines de secondes de plus sur le site, etc. Et vous aurez globalement des métriques qui seront plus à même de supporter des espaces publicitaires. Enfin, c'est une hypothèse. Parce que pour l'instant, Twitter, c'est vrai qu'il y a je parlais de caractères
concordants qui font qu'on pense qu'il y a une petite chute. Le chiffre d'affaires, quand même s'il monte, les baisses sont assez colossales. Ça perd plus 500 millions de dollars par an, quand même. Twitter, c'est pas rien. C'est quand même un site qui existe depuis 10 ans maintenant. Il devrait quand même avoir passé le seuil de rentabilité. On a une baisse d'audience qui serait calculée aux alentours de moins 45% depuis mi-2004. Sur baisse de nombre de tweets, Oui, en tout cas, qui se sont envoyés. Alors, est-ce que c'est peut-être pas l'indicateur majeur? C'est pas clair. Et Ouais. eux m'ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ce chiffre. Et honnêtement, quand on sait le nombre de bots, c'est-à-dire de comptes automatisés sur Twitter qui ne font que émettre des tweets par rapport à d'autres, ce chiffre ne m'étonne pas. Le jour où vous faites le nettoyage, le soufflet retombe. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Ils ont augmenté le revenu par utilisateur, qui est un métrique qui est assez important. Mais ils n'ont pas de croissance, on est d'accord, ils ont pas de 320 croissance. millions d'utilisateurs. Aux États-Unis, ça a un tout petit peu baissé depuis un an. Dans le même temps, WhatsApp est passé à 900 millions. Et ils se font manger par Snapchat sur la population des jeunes et dans les pays émergents par WhatsApp. Eric, sur ce sujet-là, qu'est-ce que Twitter est en train de faire? Est-ce que vous comprenez quelque chose à leur stratégie ou pas là? Non, en fait, c'est un peu bizarre parce que moi, je pense que Twitter va rester. Mais va plafonner. Et je l'ai dit assez souvent, et même dès le début de Twitter. Moi, j'ai été un utilisateur de Twitter depuis juin 2007, je crois, donc parmi les débuts. Je constate aujourd'hui qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'engagement qu'avant. Et moi, je le vois, si je parle de mon expérience personnelle, sur un compte Twitter Presse Citron, on a 620 000 abonnés à peu près. Ah oui, c'est pas grand-chose. Non, mais on sait très bien que dans ces 620 000, il y en a la moitié qui sont des bots, c'est des trucs, des abonnés fake. Et malgré tout, même si on divise par deux, disons qu'on est à 300 000 vrais abonnés, on fait des publications sur Twitter qui sont qui suscitent moins d'engagement que ce qu'on fait sur Instagram où on a 4500 abonnés. Donc il y a nettement un problème d'engagement, de viralité, c'est ce que tu disais. Après, je pense que ça va rester, mais ça va rester ce que c'est depuis le début. C'est-à-dire que je pense que le grand public n'a jamais vraiment accroché. Ça, c'est vrai. Alors, les gens s'inscrivent beaucoup, effectivement, mais quand Twitter parle d'utilisateurs actifs, c'est des utilisateurs, c'est 300 millions d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui viennent sur le site qui utilisent le site ou l'application au moins une fois par mois. Comme disait Emmanuel, tout ça demande à être vérifié parce que c'est quand même assez opaque en termes d'utilisateurs, de trafic, etc. Donc, je pense que Twitter va rester sur son ADN de base, c'est-à-dire il va intéresser les professionnels, du marketing, des médias, et puis quelques geeks comme nous. Sur le grand public, ça marche bien lorsqu'il y a un événement, un match de foot, Voilà, un nouvel c'est la télé star. qui a fait Twitter. C'est la télé, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est une application de deuxième écran, le Twitter. Absolument. Pour beaucoup de gens, L'audience a explosé aux États-Unis à partir du moment où les grandes émissions américaines ont commencé à utiliser Twitter. Donc, elle suit cette audience-là. L'audience populaire, on va dire, de Twitter, c'est celle-là. Et elle est en train de partir ailleurs. C'est un fil d'actualité. Ça remplace un peu dans une certaine population la radio. C'est-à-dire qu'avant on disait la radio permet de découvrir une actualité, après on la regarde à la télé, puis on la décrypte dans les journaux. Aujourd'hui, c'est Twitter qui joue le rôle en premier, un petit peu comme la radio. C'est une radio écrite, mais je pense que ça va rester sur ce niveau-là d'utilisateur. Et moi, je ne pense pas que ça va disparaître, mais je pense que le plafond est atteint. C'est une vraie source d'information super fascinante pour les journalistes. C'est absolument génial. Et quels sont les journalistes qui aujourd'hui n'utilisent pas Twitter? Ceux qui sont au fin fond d'une cave en train de faire du journalisme de papa. Tout le monde utilise Twitter. Aujourd'hui, c'est la source. Laure, qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie de Twitter à titre personnel quand vous l'utilisez ou pour Paris Helpline? Est-ce qu'il y a un impact qui est fort ou est-ce que c'est plus du tout un canal fort maintenant? C'est à double tranchant, c'est-à-dire que je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, au niveau, je voudrais revenir sur le niveau événementiel, c'est-à-dire que quand il y a eu les attentats de Paris, je veux dire, tout le monde s'est plugué sur Twitter. C'est vrai aussi. Il n'y a pas de canal officiel, etc. Donc Twitter, c'est quand même un média qui est précurseur, c'est un média qui est pertinent, enfin un réseau d'ailleurs, mais on tape dessus, on monte haut dans les tours, on annonce la fin, etc. Mais enfin... effectivement, Twitter est malade au vu des données chiffrées et de la décote boursière, mais il n'est pas encore mort. Ouais. Et par contre, effectivement, il est malade et il a besoin de se faire soigner, il a besoin d'une stratégie, il a besoin d'une stratégie de monétisation et il a besoin d'une stratégie de contenu. Mais vous voulez dire qu'en fait, il a une utilisation forte dans des événements qui sont des événements forts eux aussi. C'est-à-dire que c'est le média naturel qu'on va trouver pour essayer de trouver de l'information et d'échanger dans ces temps-là. Il est pertinent dans sa proposition. C'est vrai qu'on a vu des tweets qui étaient absolument déchirants le 13 novembre. Et puis, il était informatif aussi. Et qui ont été informatifs aussi pour certains. Est-ce que vous pensez la même chose, Fabrice ? La stratégie actuelle qui se dessine de Twitter, qui consiste à miser sur la pub, ça revient à mon sens à l'heure des ad-blocking qui explosent à prendre une place de première ou sur le Titanic.
À mon sens, Twitter a hypothéqué son succès le jour où il a détruit son écosystème. Ça a commencé par être une petite application très sympathique, avec un écosystème très, très, très riche, de gens qui déclinaient les usages. Et quelques temps avant l'Internet des objets, qui aurait vraiment pu être la killer app de Twitter, ils ont décimé leur écosystème. Ce qui fait qu'ils n'ont pas profité de l'Internet des objets, qui était quelque chose de très naturel pour Twitter. Et aujourd'hui, ils essayent de se rattraper aux branches. Alors, l'idée de transformer ce qui, quelque part, faisait le charme de Twitter, ce côté haïku de 140 caractères qui forçait à avoir une espèce de petite phrase, comme l'ont les politiques, mais démocratisée, va être complètement détruit par le fait qu'il n'y aura plus cette limite. À partir de là, on peut vraiment se demander s'il y a un intérêt par rapport à Medium, par rapport à tout un tas d'autres propositions. Et ça va manquer dans le paysage intellectuel, parce que pour le coup, intellectuellement, tous, on s'est mis dans une autre formule sur Twitter. On s'est dit, il faut que je concentre vraiment, chaque virgule compte, chaque signe compte, et je resserre, je dégraisse complètement mon discours. Et finalement, on a appris à s'exprimer en petites phrases aussi. On a appris à faire des petites phrases de politique. Mais qui, de temps en temps, sont fascinantes aussi. C'est-à-dire qu'on a découvert une autre forme de communication. La légende dit que Steve Jobs, à la fin, faisait ses keynotes avec des phrases qui pouvaient être retweetées intégralement. Ah oui, pas fou. Donc, voilà, c'était formaté comme ça. Alors, je pense que c'est un point fort de Twitter. Ça peut être aussi une faiblesse parce que on ne compte plus le nombre de polémiques et de bashing qui sont partis de Twitter juste parce que quelqu'un a répondu un peu maladroitement du fait qu'il était limité à 140 caractères. Alors que s'il avait eu plus de place, il serait peut-être expliqué d'une façon un peu plus à droite et il n'y aurait pas eu de polémique. Donc c'est une machine à polémique aussi, Twitter. Enfin, ceci dit, Serge Aurier aurait réussi à placer autant de conneries en 140 signes qu'il en a placé en 10 minutes de vidéo. Oui, parce que ces phrases font généralement moins de 140 signes de toute façon. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on pense de l'avenir de Twitter? Donc pour vous, Laure, c'est clair et net, Twitter c'est indispensable. Après, il faut qu'il trouve un modèle quand même. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va trouver? Il faut une vraie évolution. Par exemple, les 140 caractères, c'est une vraie marque de fabrique. Mais après, aujourd'hui, avec l'évolution de son utilisation, c'est beaucoup trop restrictif. Alors après, aller jusqu'à 10 000 caractères, pour moi, c'est le diluer. Ouais. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, c'est énorme, c'est incroyable. Donc il faut effectivement trouver... Et puis c'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi de 140 à 10 000 ? Et pourquoi pas juste dire, maintenant, on fait 300 ? Parce que 10 000, ça veut dire publier. Oui, non, ça veut dire que ça devient un support média donc c'est pas un choix publier. éditorial, c'est un choix publicitaire. Eh bien, je pense qu'effectivement, je fais le pari que c'est poursuivre une stratégie publicitaire. Et juste pour répondre, parce que un point sur lequel je ne suis pas d'accord, justement, les adblocks sont en train de bloquer les navigateurs. Mais dans une application, c'est un usage mobile, Twitter, massivement, et c'est une application. Les adblocks ne bloquent pas la publicité. Donc justement, au contraire, ils vont attaquer le gâteau publicitaire s'ils sont capables de démontrer... Jusqu'au jour où Apple a sorti un navigateur qui bloquait la publicité. Non, parce que vous êtes dans une application. On est dans une application. Donc, justement, ils sont en train de se dire, si vous avez une plateforme que les gens s'inscrivent, donc avec des ID, vous n'êtes pas dépendant des cookies, vous êtes capable de cibler la publicité, et qu'en plus vous êtes capable de créer de la présence accrue des utilisateurs qui viennent consommer le contenu et pas juste brasser des SMS, vous êtes en train de créer un support média. 300 mètres. Donc effectivement, il n'est qu'à 300 mètres alors qu'il était à 10 mètres. Il est en train de filer sa métaphore du Titanic doucement. Voilà, mais il continue à filer. Mais c'est quand même la stratégie de tout miser sur la pub. Ça a mené la presse à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire de l'entertainment, et ça va mener Twitter dans les mêmes... Tu nous décris très bien la situation, où en gros, on a des gens qui sont à la tête d'une énorme capitalisation boursière et qui font la course à des KPI uniquement pour satisfaire des financiers. Ça n'a pas de sens d'un point de vue réalité. Ils ont fait un choix. On est dans la 4e dimension. Et c'est la pub qui est le moteur de tout ça. Maintenant, moi, j'ai une appli, c'est Ecofond. C'est Twitter, c'est payant, et j'ai pas de pub. Bon, allez, l'action Twitter a perdu 40% depuis son introduction en bourse quand même. Bon, en même temps, elle était peut-être un petit peu surcotée au départ, c'est normal, ça se régule, ça s'est passé de la même façon avec Facebook, qui a aussi bien tassé le cours de son action. On parle des applications mobiles dans ce grand débat du web, c'est le deuxième sujet dont on parle aujourd'hui pour cette 13e édition. A-t-on encore besoin de nouvelles applications mobiles? Je vous l'accorde, le thème est légèrement provocateur, puisque ces applications mobiles, c'est un tout petit marché dans le monde. 51 milliards de dollars pour 2016. Ce sera 100 milliards apparemment, selon App Annie, qui fait un peu référence quand il s'agit de parler des applications mobiles sur les études. 100 milliards de dollars en 2020. Il y a, je ne sais plus, 45 milliards de téléchargements qui ont été faits d'applications mobiles
en 2015, et ça va grimper. Mais quand on regarde un petit peu dans le détail ce qui s'est téléchargé sur les 2,6 milliards, je vous lis tous les chiffres, comme ça vous les avez tous, 2,6 milliards de tablettes ou de smartphones qui existent dans le monde, en fait c'est beaucoup de jeux. Il y a quelques applications qui s'en sortent bien, mais enfin c'est globalement les jeux qui sont les plus gros succès des applications mobiles. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé finalement à un endroit du web mobile où finalement on a nos téléphones qui sont ultra saturés d'applications dont on a besoin tous les jours? Et finalement, c'est difficile qu'une application arrive à se glisser là-dedans pour proposer un nouveau service. Ça arrive, mais c'est très rare. Et finalement, celles qui étaient là au départ ont une prime à l'embauche d'une certaine façon depuis 4 ou 5 ans. On commence par Laure, tiens, là-dessus. Est-ce que c'est saturé complètement? Vous avez combien d'applis sur votre téléphone? Est-ce que vous en mettez d'autres? J'en ai beaucoup, mais pas tant que ça. Mais après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que je pense que la révolution technologique, c'est l'avenir. Et que, comme toute révolution, il y a une euphorie et un excès de départ qui fait qu'il y a un excès d'offres et un excès de consommation. Mais que très rapidement, et notamment la technologie en particulier, on prend très vite conscience des enjeux et des impacts. Et par conséquent, le consommateur notamment a compris que son intérêt, à savoir qu'il allait récupérer du pouvoir, et va très rapidement mieux consommer. S'il y a eu énormément de téléchargements de jeux, je pense qu'on va rapidement arriver à des applications beaucoup plus utiles et beaucoup plus intelligentes, et que par conséquent, il y aura un choix qui sera fait, il y a un équilibre qui va arriver. Peut-être qu'on a besoin d'un deuxième gap qui soit les applications issues directement de l'intelligence artificielle. Il y a des sociétés comme Snips en France qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire intégrer une couche d'intelligence artificielle directement dans l'OS du téléphone pour pouvoir avoir des applications qui s'interfacent les unes avec les autres et plus simplement une application pour une tâche, ce qui devient un petit peu compliqué. Sur les jeux quand même les plus chargés, il y a Subway Surfers, Candy Crush, toujours, Clash of Clans et Soda Saga. Ça, c'est les grands succès. Et vous allez là-dedans, vous avez la moitié des téléchargements du monde qui sont sur ces jeux-là quasiment, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Sur le même sujet, Fabrice? Moi, j'utilise très peu les applications mobiles. En tant que paranoïaque complotiste, j'ai eu accès à certaines informations en provenance directement des Illuminati, qui m'indiquaient très clairement qu'il y avait des systèmes de surveillance dans ces Règlement de compte à OK Coral, c'est en privé. Et très clairement, j'ai toujours fait gaffe à pas trop excessivement télécharger de trucs. Bon, il se trouve que les Illuminati avaient raison, et qu'effectivement, ces applications truffées de spyware, pas forcément la NSA d'ailleurs, tout le monde espionne, mais que fondamentalement, on a totalement perdu le contrôle de... Où vont ces trucs-là, à quoi ils vont servir. Et puis on voit arriver très clairement la dimension, typiquement le fait que Facebook fasse du credit rating, le fait que Facebook soit capable de vous indiquer un état de santé, le fait que les assureurs travaillent sur des produits qui vont être gratuits en contrepartie d'une mesure constante de tout un tas de signaux vitaux. Par l'intermédiaire d'objets connectés divers et variés, mais dont le téléphone portable est une espèce de hub vers l'humain. Donc on a ouvert une boîte de Pandore assez dangereuse. On a déjà commencé à installer tout un tas d'éléments constitutifs d'un avenir qui est quand même assez dystopique. Et depuis le départ, je me suis vraiment méfié de ces trucs-là. Donc j'ai le B.A.-Base sur mon smartphone, j'aurais forcément jamais rien d'autre, et j'ai Candy Crush. Mais en dehors de ça, vraiment... Alors, jamais de géologue activé, des choses comme ça? Si, quand on demande à un Uber. Mais par défaut, de toute façon, la géologue, qu'elle soit officiellement activée ou pas, ça change rien. C'est juste un feedback, et c'est juste la capacité de vos applications d'accéder officiellement à la géologue. Si un constructeur ou quelqu'un de malveillant veut activer la géologue à votre insu, souvenez-vous, les hackers qui ont tous des espèces de petites post-it sur les webcams de leur portable, et qu'on a traité de paranoïaque pendant des années. Bon, aujourd'hui, on sait pourquoi, effectivement. Bon, ça, c'est la dimension danger, c'est vrai, de toutes ces applications, on ne contrôle pas grand-chose. Danger extrême d'avoir en permanence avec soi quelque chose qui, malgré tout, surveille tout un tas d'éléments assez vitaux. Oui, mais Candy Crush a plein d'informations sur ce que vous êtes, Fabrice. Candy Crush a toutes les informations sur mes temps de transport. Par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Est-ce qu'on est saturé ou pas sur ce thème-là? Oui. Il y a un paradoxe, parce que les chiffres, ils disent quoi? Ils disent sur une centaine d'applis qu'on a sur les smartphones, 90% ne sont pas utilisés ou ne sont plus utilisés. C'est-à-dire qu'en gros,
C'est assez incroyable, mais une appli, vous l'installez et dans 90% des cas, voire plus, grosso modo, vous n'allez pas l'utiliser, ou en tout cas, dans les semaines qui suivent, vous ne l'utilisez plus. On l'efface quand il y a trop de notifications et que ça nous gonfle et qu'on les finit par la supprimer. Quand on regarde ces chiffres, on se dit, à ce moment-là, à quoi ça sert? Effectivement, le téléphone est saturé. En réalité, c'est vrai et faux à la fois. Si je vous dis que toutes les familles de France ont chez elles un dictionnaire, au moins un dictionnaire, peut-être pas tous des livres, mais ils ont un dictionnaire. Le dictionnaire, vous l'ouvrez 2-3 fois par an quand vous en avez besoin. Est-ce que vous diriez que vous n'en avez pas l'utilité? Et ben c'est un peu le même paradoxe, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y a une nouvelle. C'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que c'est un regard média en fait de croire que l'usage est forcément celui où il faut que ce soit une appli qu'on utilise tous les jours. Ça, c'est Facebook qui a gagné ce combat-là. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que le téléphone est en train de devenir le terminal qui gère tout ce que l'on est en train de faire autour de nous. Et ça veut dire qu'on avait des applis de jeux, de machins, 2-3 applis de réseaux sociaux, et surtout l'email. Mais maintenant, quand on regarde la composition du téléphone, ce qui arrive là maintenant et qui va arriver de plus en plus, c'est qu'on va avoir les applications bancaires, on va avoir des applications de vie quotidienne, qu'on n'utilise pas tous les matins probablement, mais qui vont devenir indispensables. Les applis bancaires et la manière de gérer sa carte bancaire, son compte, etc., ça se fait maintenant plus sur le téléphone qu'en agence, en supposant même que les agences vont disparaître. Donc, il y a un usage qui est en train de se transformer, et là, pour le coup, pour gérer ce type de service, il faut des applis. Ce n'est pas le web mobile, c'est-à-dire on ouvre le navigateur et on va chercher le site de sa banque. Non, il faut des applis. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des super applis qui intègrent plusieurs données? C'est-à-dire une appli qui est capable de prendre à la fois un Uber, qui est capable de géolocaliser, d'envoyer le mail en disant attention, je suis en retard, de payer via l'application bancaire. Bref, des sites vrais. C'est dangereux, mais c'est en tout cas ce sur quoi réfléchissent ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle en couche supérieure dans les OS. Méta-applications. Des méta-applications, mais qui soient carrément dans l'OS. Qui reproduiraient finalement un peu le modèle du web, c'est-à-dire une espèce de navigateur dans lequel on appelle différents services. Qui ferait un peu Google sur les mobiles, c'est-à-dire intégrer énormément de services différents, avoir énormément de connaissances et proposer des services qui soient personnalisés. Voilà, sauf que l'appli qui ferait tout, ça marche jamais parce que c'est un gros grille-pain et qu'en réalité, si c'est des applis bancaires, de toute façon... Eric, juste un mot d'Eric quand même sur ce sujet-là, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Non, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais la question, en fait, c'est si on regarde les chiffres, tu disais que le chiffre d'affaires généré par le marché des applications allait doubler d'ici 2020. Aujourd'hui, on est à 550 milliards, on passera à 100 milliards. Aujourd'hui, il y a 4 millions d'applications sur les 4 principaux stores. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ça va doubler aussi? Donc, auquel cas, la réponse est là, le marché n'est pas saturé. Ou est-ce que ce sont aujourd'hui fondamentalement les mêmes applications qui vont générer au fur et à mesure plus de chiffre d'affaires? Quand on regarde aujourd'hui ce qui se télécharge sur Android, c'est le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, le Mexique qui sont en numéro 1 pour les téléchargements. C'est la Chine sur iOS. Donc ce sont les pays émergents, les marchés émergents qui aujourd'hui téléchargent. Donc ça donne un effet de croissance qui continue, mais parce que tout simplement on attaque de nouveaux marchés. Sur les marchés US et les marchés américains et européens, on est en train de stagner un petit peu sur le nombre de téléchargements, ce qui montre quand même qu'on est arrivé peut-être à une forme de maturité sur ce domaine-là. Il faut rappeler qu'une grosse partie du marché Android sur les pays émergents ne sont pas connectés à Internet. Ça, c'est un truc qu'on oublie. Donc, il y a encore du potentiel. Un petit tour vite fait. Devinette, quelle est l'application la plus téléchargée dans le monde, à votre avis? Facebook. Celle qui est à 900 millions aujourd'hui. WhatsApp. Ouais. Quelle est l'application qui est la plus rentable en France? La plus rentable, celle qui rapporte le plus d'argent. Adopte un mec, figurez-vous. Alors, Adopte un mec est l'application la plus rentable en France. Un énorme carton sur les applications, que ce soit sur iOS ou sur Android. Il nous reste très peu de temps pour faire un plus un, moins un, les coups de cœur, les coups de gueule que vous pouvez avoir eu. Qui a un coup de cœur, qui a un coup de gueule? Eric, qui a eu peu de temps de parole sur les applications. Non, je pense à quelque chose que j'ai vu passer depuis hier, qui est un hashtag Twitter qui dit si... Je n'ai pas le nom exact, mais c'est en gros, c'est... si on parlait comme un blanc, enfin c'est un hashtag qui vise un petit peu à faire un focus sur les clichés et les préjugés racistes ou pas racistes à l'encontre des Noirs. Et voilà, donc ça fait le buzz depuis 2 jours, je regarde ça passer. C'est assez marrant, il y a des trucs assez drôles à voir passer. Emmanuel. On a parlé des applis bancaires, là moi je suis en train de tester, c'est Number26, c'est une banque allemande qui fait ça. Et c'est la banque totalement sur le smartphone. Alors je ne vais pas porter de jugement sur la banque elle-même parce qu'il faudrait 1 an pour savoir s'il n'y a pas d'embrouille, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue d'usage quotidien,
c'est assez impressionnant. On gère tous les paramètres de son compte. Il n'y a plus aucun contact et le compte est activé en quelques heures. Enfin, c'est assez étonnant. Pour l'instant, les applications des banques, on ne peut pas dire que ce soit exactement ça. Hein. Ah, elles sont pas mieux mal, en mieux, mais... Il y a toujours une lourdeur quand vous dépensez quelque chose. La trace, vous l'avez 48 heures après. Les transferts prennent... Ça, c'est en train de disparaître. Enfin, quand vous faites un virement le samedi matin et qu'on vous dit qu'il sera traité le lundi, c'est... Enfin, bon, après, ça, c'est un problème bancaire de base. C'est pas lié aux applications. Enfin, c'est assez terrible quand même. Plus un, moins un. Qu'est-ce que je vais trouver comme plus un, moins un? Le piège. SFR, qui bat des records incroyables apparemment d'insatisfaction client. Ouais. Ce qui finalement est assez cohérent avec la façon dont la boîte est gérée. Allez, prends ça dans la figure. Tout le monde aura reconnu le patron. Laure, on termine avec vous. Plus un, moins un. Non. Ça va être très global, mais je dirais que l'aspect collaboratif, communautaire de la techno aujourd'hui change la vie, change le quotidien, et que je trouve ça absolument formidable. Et il y a plein de choses géniales qui se lancent et je trouve ça merveilleux. On en parlera peut-être dans cette émission, puisqu'il y a un des fondateurs de WeShare qui vient de faire un article qui fait un peu parler de lui, qui dit de toute façon le collaboratif est mort. Enfin, sous la forme qu'on a connue aujourd'hui, il dit c'est autre chose qui est en train de se passer, ça sera peut-être l'objet d'un autre débat, puisqu'on a terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Laure de Boério, Emmanuel Parodi, Fabrice Epelboin et Éric Dupin d'avoir participé à cette 13e édition du Grand Débat du Web sur Digital Business News le vendredi 14h et plusieurs fois par semaine sur la chaîne Demain, qu'on salue. Merci à tous et à la semaine prochaine.